Ok. En fait, genre, ouais, j'ai du mal à. Non, si ça va, j'ai pris des photos quand même. Pour vivre le moment présent. Et déjà, Ouais, genre, oui. être présente et répondre aux questions et tout. Ça, c'est des racines de lotus. Ça, c'est des copies. Enfin, peau de mandarine séchée. Ouais, je suis là, j'ai la flemme de prendre des photos et tout. Du coup, ça, c'est le livre dont j'ai fait la direction artistique. Ok. Mais il faut que je le remballe après. En fait, c'est à ma sœur. Ok. C'est ma sœur, c'était une pièce de mon expo et c'est ma sœur qui l'a acheté. Yaorana, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Yiling. Aujourd'hui, on va découvrir un peu ton monde, on va découvrir ce que tu nous proposes et bon. Ah, ben, je m'appelle Divine Chang, je suis artiste spécialisée, enfin je fais surtout du dessin, de la peinture, de l'édition. Je suis également designer graphique, directrice artistique et professeure de design à la photo. Ok. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait dans tes œuvres, c'est vraiment ce côté où tu vas aller chercher l'essence de ce que ça signifie d'être chinois en Polynésie. C'est vrai que quand t'es demi-popa, demi-chinois, t'as tendance à se perdre entre deux mondes qui sont pas forcément dans la même mentalité, tu vois. Est-ce que tu peux me parler d'où t'es venu en fait cette crise identitaire ou voilà. Ouais. Ben en fait, ça a vraiment commencé en 2014, enfin un peu avant. Ok. J'étais à ce moment-là à Paris, je faisais des études de design graphique et c'était mon année de diplôme. Et en fait, mon projet de diplôme, c'est vraiment qu'on construit un projet de A à Z et on fait ça pendant un an, quoi, la dernière année de formation. J'ai choisi de travailler sur. Ben, en fait, je voulais travailler sur l'histoire des Chinois à Tahiti, parce que Hmm. c'est vrai qu'en France, quand je me présentais, enfin, je disais que je venais de Tahiti, ben, les gens ils me disaient: Ah, c'est bizarre, enfin, t'es chinoise, tu vois. Et du coup, ben, j'étais là: Ouais, ben, il y a des Chinois à Tahiti, normal, quoi. Enfin, pour moi, c'était normal. Ouais, Et pour nous, ici, c'est normal, quoi. Mais en fait, clair. c'est vrai que dans la tête des gens, ben Hmm. non, c'est enfin des gens qui connaissent pas Tahiti et qui sont pas de Tahiti, ils savent pas pourquoi. Comment ça se fait qu'il y a eu des Chinois à Tahiti? C'est vrai, hein? On n'est pas originaire d'ici. Hmm. Donc, et du coup, ben, quand ils me posaient la question, ben, en fait, je suis là: Mais je sais pas, en fait. Moi non plus, je sais pas Ok. pourquoi, quoi. Et du coup, ben, c'est ouais, crise identitaire. En plus, mes grands-parents ils commençaient à devenir âgés et tout. Donc, je me disais: Mince, ben, en fait, toutes ces réponses à ces questions, c'est eux qui les ont parce que Hmm. Bon, mes grands-parents, ils sont nés ici Ok. et du coup, ils sont déjà d'une génération qui était installée ici, quoi. Hmm. Donc, ce sont plutôt leurs parents et leurs grands-parents qui ont immigré de Chine. Mais ben, c'est quand même eux qui savent, enfin, qui remontent le plus loin dans l'histoire de notre immigration, quoi. Donc, ben, il fallait que je leur pose des questions, je me disais, avant qu'ils partent. Ils ne sont pas encore partis, Hmm. merci. Et voilà. Mais bon, à l'époque, je me disais déjà qu'il y avait une certaine urgence Hmm. et que c'était grave, en fait, que je ne sache pas l'histoire non seulement de ma propre famille, mais en plus ben, de notre communauté, en fait, et Hmm. ben, de nos origines, quoi. Et donc j'ai fait un livre sur ça, qui raconte cette histoire-là, quoi. Et qui parle justement de ces spécificités et ces problématiques en tant que métisse, et les problèmes, enfin je commençais à toucher du doigt les problèmes de l'acculturation Hmm. chinoise, du moins. Plein d'amis, ils savent pas parler chinois, ils savent pas parler ni cantonais, ni hakka, ni mandarin. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Si t'es chinois, on te voit, surtout quand c'est les vieux. M'ont parlé chinois. Toi, t'es là. Ah oui, on m'a pas appris, hein, c'est pas ma faute. Et du coup, bah, je trouve ça vraiment chouette que tu fait un livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce que tu as mis dans ton livre? Alors, ce livre-là, bon, c'était juste un projet de diplôme, c'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti au grand public ou quoi, hein. Ok. Mais c'était vraiment, je reprenais un peu des moments clés de l'immigration chinoise à Tahiti. Hmm. Je parlais de spécificités locales Ok. par rapport, enfin, des spécificités qu'on a vraiment ici, hein, pour le coup, Hmm. et qu'on voit ici. Euh,
je parlais aussi beaucoup du rapport à la famille et Mm. comment est-ce que dans la famille, je vivais ces bribes de culture, mais pas, ben, pas dans son entièreté finalement, quoi, hein. Et je parlais aussi ben, de ces vides finalement, où ben, ces vides qui sont occupés par autre chose en fait, hein, que ne serait-ce que la langue, tu vois. Enfin, au sein de la famille, ben, on parle normalement. Euh, enfin, mes grands-parents, ils parlent Hakka, par Ouais. exemple, hein. Mais avec nous, ils parlent français. Ils parlent Hakka à mon père, mais mon père, il répond en français. Ah. Du coup, Tu vois, bonne chance, quoi. voilà. Du coup, voilà, enfin, c'est... Ben, voilà, c'est exactement ces vides-là qui ont été remplis par d'autres choses, que ce soit d'autres accroches culturelles françaises ou tahitiennes. Et après, ben, il y avait ce qui restait de chinois, quoi, hein. Mm. Et je m'accrochais un peu à ça en me disant, ouais, ben, c'est ça qui fait que je suis chinoise. Enfin, il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur, hein, quand Ouais. on est métis, hein. Cette idée que, ben, clairement, il y a quelque chose qui manque. Et comme tu dis, c'est pas de notre faute. Mais en même temps, ok, c'est pas de notre faute, mais c'est pas la fin du truc. Enfin, les questionnements sont quand même là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi, hein. Mm. Et oui, ça nous demande des efforts supplémentaires, ça nous demande de rattraper du temps qui a été perdu. Mais ben, en même temps, si on le fait pas, ben... Enfin, moi, je juge pas. Je dis Mm. juste aux gens, je mets en avant toutes ces questions et j'essaye de les explorer pour moi-même avant tout. Et après, ben, je me dis, chacun sa voix, tu vois, chacun son approche des choses. Avant, je voulais pas retourner apprendre la langue, je voulais Mm. pas apprendre le Hakka, je voulais pas apprendre le tahitien non Mm. plus. Je me disais que, ben non, c'est comme ça euh, il y a une raison pour laquelle c'est comme ça Mm. et je vais explorer du coup plutôt euh, ben, cette tension qu'il y a entre les vides et les pleins, tu vois. Mm. Et en fait, ben, maintenant j'ai changé d'avis. Maintenant je Ok. me dis il faudrait réapprendre la langue, c'est important et qu'on ne peut pas en fait continuer à laisser se perdre les choses. Et ouais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, on dira. Mais ouais, Mm. enfin, je sais que ce qui me faisait mal au cœur aussi, c'est de me dire, même si je vais apprendre la langue, je vais avoir beaucoup de mal à parler couramment. Mm. Et quand on parle pas couramment, c'est difficile aussi de transmettre aux autres. Parce que le plus Mm. important après, ben, c'est la transmission, c'est que Mm. on remette en place en fait que Mm. la langue vive à nouveau, quoi. Mm. Mais comment tu veux transmettre à tes enfants si tu parles pas toi-même comme il faut, quoi, hein? Surtout avec les petites spécificités, Voilà, c'est ça. mm. Et... Mais bon, je me dis, ben, faut bien tenter quand même, quoi. Ouais, Enfin, voilà. c'est clair. Et ouais, je dirais juste, ben, on fait ce qu'on peut, chacun choisit sa voie, chacun fait comme il peut, et voilà. Mm. Parce que en vrai, c'est pas parti d'une mauvaise intention qui nous est parti de chinois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, souvent quand j'ai vu un peu l'idée de mes parents et de mes grands-parents, c'était vraiment en mode, ah, c'est mieux que vous appreniez bien le français, il y a plus Mm, d'opportunités. ouais, ouais, ouais. Donc, quelque part, faut pas non plus leur en vouloir. Mm, Maintenant, j'ai lu un livre aussi qui parlait du fait que les Chinois de Polynésie mm, avaient souvent cette tendance aussi à rejeter leur côté chinois. ouais, Parce ouais, que ouais. comme un genre de traumatisme d'enfance où ah t'es chinois, tu manges du chien, bla bla bla, on connaît quoi, hein. Et je trouve ça dommage parce que du coup on se retrouve au même niveau un peu que les Tahitiens, on n'a Mm, plus les racines, on n'a plus ce côté automatisé mm, tu vois, mm, de la génétique, mm, mm, comme la bouffe, tu vois. mm, mm. Je dis il y a la langue, il y a aussi la cuisine, Ouais, ouais, c'est clair, après il y a c'est les clair. rites, tout ça c'est autre chose quoi. C'est clair. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans ton art, hein, tu remets beaucoup en avant le féminin. Mm. J'aime bien cette idée aussi du féminin sacré et tout ça. Est-ce que tu peux... Bon, il y a le chien qui... C'est pas grave, ça fait partie du tournage. Non, mais Ils sont c'est rien. habitués, les abonnés. Ça suffit. T'inquiète pas, c'est rien. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision du féminin dans ton art? Ouais. Le féminin, au final, ça s'est introduit beaucoup. À la base, c'était un travail
autobiographique, un Ok. peu d'autoportrait. Si je prends des exemples comme, avec des artistes comme Frida Kahlo, tu vois, Hmm. Louise Bourgeois aussi, qui était une artiste française, qui parle d'elle-même, mais un peu comme une espèce de... C'est un travail cathartique, c'est un travail pour Hmm. évacuer bah, leur stress, leurs problèmes, en gros. Et du coup, ben, partant de là, ben, je dessinais surtout des femmes, beaucoup de femmes, mais c'était un peu une représentation de moi-même, en gros, je pense. Hmm. Et petit à petit, et enfin, au début, je voyais pas ça comme représenter la féminité de manière générale ou la femme. Et en fait, on m'a dit quand même, enfin, des gens qui observaient mon travail, des professeurs et même des amis qui me disaient, mais tu travailles beaucoup sur la femme, donc pour toi, ben, est-ce que c'est féministe du coup? Est-ce Hmm. que et moi j'étais là ben non, enfin Pas non. obligé de mettre dans une case, quoi. Voilà, on est pas obligé de mettre dans une case. Et en fait, ben, je me suis approprié la remarque quand même et je me suis dit ben si en fait pourquoi est-ce que j'irais pas explorer aussi ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi c'était beaucoup le rapport de comme tu dis le féminin sacré, c'est le rapport de la femme à la nature. Hmm. Euh, et ici ben, c'est notamment l'image de la vaginée. Ouais. Donc, explorer cette idée euh, de femme dans la nature, nature autour de la femme, et qu'est-ce que finalement, quels sont les liens qu'on crée avec la nature en tant que femme. Bon, comme je suis aussi beaucoup dans la méditation, dans ce genre de choses, il y a une idée de trouver sa place dans le monde, appartenir au monde, euh, être un peu en symbiose avec sa position personnelle, que ce soit au sein de la société, au sein de la nature, au sein de de son travail, de qui on est, enfin de nos relations aussi. Et du coup, euh, moi, je trouvais beaucoup de réconfort par rapport à tout ça dans la nature et de me dire que, en fait, c'est un peu le principe de la méditation. C'est genre de me dire, si j'étais moi et que j'étais genre cette pierre que je suis en train de regarder là, qu'est-ce que ça serait, tu vois, qu'est-ce que ça donnerait si je devenais une pierre ou si cette pierre devenait moi, si je me transposais à la place des choses, si cette vague qui roule sur le sable, et bien, comment est-ce que je voudrais représenter ça, comment est-ce que je pourrais devenir ça par le dessin, tu vois. Et voilà, enfin, après, c'est explorer ça, en fait, cette idée de devenir la nature et que la nature fasse partie de nous. Intéressant. Voilà. Très intéressant. Et pour toi, quel est le lien de la femme avec la nature? Euh, euh, je pense ça, pour moi, hein, pour moi, c'est pas le cas pour toutes les femmes et je pense que c'est vraiment une vision personnelle que j'exprime et je choisis de travailler cette voie-là parce que c'est une voie qui me parle à moi. Il y a beaucoup à voir avec le côté maternel, le côté fécond, pas seulement fécond par rapport aux enfants. Hmm. En fait, c'est parce que on a ce rôle-là que on est féconde pour plein d'autres choses. Et après, c'est peut-être parce que moi aussi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que on a tendance à être plus euh, Nurturing, un peu? nurturing, voilà, ça, Hmm. plus à l'écoute des autres, plus empathique, plus englobante en fait. C'est peut-être ça pour ça aussi que ça rejoint la nature, tu vois, Hmm. que je rejoins un peu cette idée Je de vois. rentrer dans la nature parce qu'on enveloppe tout, on enveloppe Hmm. tout le monde existe avec nous, on est là pour être, ok, est-ce que toi tu te sens bien, qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes bien, que tu sois à ta place et tout, dis-moi, machin, c'est comme recevoir quelqu'un chez soi, tu vois. Enfin, pour moi, en fait, c'est comme ça que je vis un peu les choses et les relations. Et du coup, voilà, il y a cette idée-là on est là pour devenir englobante, pour faire partie de cet espace et que on est là pour lier tout le monde et que tout le monde se donne la main. C'est très hippie ce que je suis en train de raconter, mais Ça fait du sens, hein. On est en 2023, c'est plus du tout choquant ce c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais ouais, c'est un peu ma vision de la féminité, de la femme et en tout cas moi de ma place Hmm. dans tout cet écosystème de manière générale. Hmm. Voilà.
cas, dans un sens, c'est encourageant parce que vu que tu m'as dit tantôt que tu étais maintenant enseignante Mhm, d'art à la photo, mhm, mhm. est-ce que tu as pu trouver un lien du coup dans ce côté nurturing, comme on disait, par rapport à tes élèves aussi? Ouais, ouais, carrément, carrément. Je... Quelle perspective ça a un peu débloqué Ouais. les talibans? C'est un peu la notion de partage. Hmm, C'est-à-dire que j'adore enseigner. J'aime vraiment le métier d'enseignante. C'est très cool. Avant, j'avais un peu peur de ça parce que on se met un peu dans la tête, enfin, dans la formation d'artistes et de hmm, designers et tous ces métiers de la création, on nous met et on se met dans la tête que les profs, c'est des créatifs ratés en fait. C'est des gens qui n'ont hmm, pas réussi à percer, c'est vrai. c'est une voie de garage en fait. Et du coup, à cause de ça, je voulais surtout pas rentrer là-dedans. Je voulais rien avoir à faire avec l'enseignement et tout. Alors que tout de suite, mon père qui, voilà, chinois et très, avec un métier très posé, très carré, il me disait, ben, ouais, t'es sûr, genre, la création, c'est pas du tout stable et tout, tu devrais faire prof, tu vois. Genre, lui, dès le début, il était là, genre, tu devrais faire prof. Et bah, du coup, dès le début, moi, j'étais en réaction par rapport à ça. Et je suis en mode, genre, non, je veux surtout pas faire ça. Il y a les vacances, en plus t'es payé pendant les vacances. Après, c'est vrai que c'est bien. Non, faut être honnête que c'est une situation confortable, c'est une situation qui est stable. Et moi, c'est ce que je suis allée chercher aussi là-dedans, c'est d'avoir une stabilité qui me Hmm, permette de faire mes trucs à côté, quoi, hein. hmm, Mais ça n'empêche que vraiment, j'adore l'enseignement. Avant même de mettre un pied dans l'enseignement, euh, quand je suis partie d'ici pour faire mes études en France, dès le début, dès la première année, quand je suis revenue ici en vacances et que je commençais un peu plus tard dans l'année, genre en septembre, et que les gamins, ils avaient déjà repris, ben, je me disais, il fallait que j'aille dans mon lycée, dans mon ancienne classe d'art, hmm. pour parler ben, de moi, ce que j'ai fait, mon expérience, le déménagement en France et tout, qu'est-ce que j'ai choisi comme voie, est-ce que je peux parler de mon école, tu vois, enfin, parce que je me disais, moi, j'aurais voulu avoir ça. J'aurais voulu qu'on m'en parle et Un tout. prof cool. Ben, pas en tant que prof, juste même en tant que père, Hmm, hmm. P-A-I-R, dans le Ok. sens, ben, c'est la vision d'un autre étudiant, tu vois. C'est pas genre juste, c'est pas un adulte qui te Ouais. parle et puis t'as l'impression que non, mais toi, tu comprends rien à ma life, en fait, genre, à ma life d'ado de 17 ans. En pleine crise Voilà, d'adolescence. c'est ça. Alors que là, ben, je sortais tout juste du bac, ça faisait un an que j'avais eu mon bac et je pouvais aller parler à ces jeunes-là en leur disant, ben, je comprends vos problèmes, j'étais à votre place, genre hier quasiment, Ouais. et du coup, je peux vous en parler, tu vois. Hmm, Donc cette idée de partage, j'ai toujours eu cette idée de tout ce que si je peux apporter quelque chose à des gens qui en ont besoin et qui sont dans le besoin, qui ont besoin de réponses, ben, je vais le faire, tu vois. hmm. Et du coup, j'ai fait ça régulièrement quand je revenais en vacances. J'allais dans ma classe et tout. Aujourd'hui encore, quand on me sollicite pour aller dans des classes, faire des projets avec des enfants d'autres classes, j'adore, je vais. Parce que c'est important de communiquer sur nos métiers, c'est important de parler tout ça. Donc, il y a cette idée vraiment que j'ai toujours eue de Hmm. il faut partager, il faut s'entraider. Si je peux apporter quelque chose, je suis là, tu vois. Et du coup, dans l'enseignement, c'est un peu comme ça que j'ai eu mon approche. Euh, Enfin, c'est l'approche que j'ai eue plutôt que de me dire, ben, moi, je suis partie faire mes études. Peut-être qu'il y a des gamins ici qui pourront jamais partir, faute de Hmm. moyens, ils sont pas assez solides psychologiquement parce que c'est très dur hein, de partir loin de la famille, d'être seul et tout. Ben, si je peux leur apporter, moi, mon expérience, ma vision des choses, en ayant vécu ailleurs et vu comment ça se passait ailleurs, ben je peux essayer de leur apporter ça ici. Et en même temps, ben je me suis aussi rendu compte que j'observe beaucoup mes élèves, que eux aussi ils ont plein de choses à nous apprendre, que eux aussi nous permettent de nous remettre en perspective en tant que créatifs, de retrouver aussi un peu de naïveté, de retrouver un peu de fraîcheur et un peu d'humilité, tu vois, parce que eux ils sont au tout début Hmm. de leur carrière, enfin Hmm. carrière de créatif et ouais, c'est intéressant de voir comment ça se forme tout ça, d'essayer de leur tendre des clés, mais en même temps essayer de
cerner un peu leur personnalité à chacun et leur donner les clés qu'il faut. Genre, toi, c'est ça qu'il te faut, tu vois. Hmm. Et je te donne ça, mais c'est pas à moi de te dire comment faire et tout. Hmm. Genre, tu prends et tu testes, tu fais, c'est toi qui va vraiment grandir avec ça et c'est ça le plus important. Que j'essaie vraiment de faire en sorte que chacun, en fonction de sa personnalité, de ses centres d'intérêt, en fait, trouve sa propre voie Hmm. et pas, enfin, sa propre voie, genre, comment tu parles Mhm. de création, tu vois. Euh, De et pouvoir être élève toi-même et précepteur à la ouais, fois. ouais, En gros. ouais, donc Mhm. ouais. Yeah, ça passe vite, hein? Yeah. Je sais pas si c'est en 4K. Enchaîne 8 minutes, Plus de presque 10 batterie. minutes de rush en même temps. Yeah. Prends un petit clap. Ok. 3, 2, 1. C'est good. On va parler maintenant de ton expo à la Galerie Winkler. Mhm. C'était quoi alors le thème, Euh, tout ça? alors, attends, la dernière ou l'avant? J'en ai fait deux. Allez, ta préf. Ma- il y en a que deux, de toute façon. Non, j'ai pas de préf. J'ai pas de préf. C'est très Les deux différent, les sont deux. cool. Les deux étaient très différentes. Parce que, bah, en fait, la deuxième, c'était vraiment un concept particulier. La première, c'est ma première expo solo. Donc, j'ai vraiment construit le truc. Bon, la première, c'était sur, bah, en gros, l'image, enfin, comment? La varinée. Non, Ok. c'était de la varinée. La Hein. varinée. Donc, et j'ai exploré ça plutôt d'un point de vue, comme je disais, par rapport à la nature, le retour à la nature, enfin, retour, plutôt, enfin, intégrer la nature, c'était, c'était vraiment sous cet angle-là. La deuxième, là, que j'ai fait en août, c'était, euh, j'ai invité, en fait, plusieurs artistes à faire des collaborations. Donc, j'en avais combien? Bien, je sais même plus, moi, et les chiffres. J'en avais beaucoup. J'en avais presque 15, il me semble. Moins. J'en Ah avais oui, quand genre même, hein? 12, un truc comme ça. Et T'as tous mis la main à la pâte sur. ouais, Ok. du coup, l'idée c'était. Ça faisait un an que j'avais fait. Non, ouais, si. Ça faisait un an que j'avais fait ma première expo. Du coup, je voulais commencer à créer autre chose. Et ça faisait 2 ans que j'étais rentrée à Tahiti, quoi. Hein. Donc, j'avais besoin. Et j'avais fait plein de rencontres. Et avec ma première expo, j'avais un peu bah, intégré le milieu artistique local. Ben, je m'étais fait plein d'amis dans le milieu. Et beaucoup Hmm. m'avaient parlé en fait de vouloir faire une collaboration. Enfin, beaucoup. Il y en avait genre quatre. Hmm. Comme je disais, punaise, quatre, ça fait quand même. Ça commence à faire beaucoup à Ouais, caler dans des expos, tu vois. j'avoue. Donc, en fait, je me suis dit, ben, je vais faire une expo que de collab. Et particulièrement avec des gens, en fait, l'idée c'était qu'ils devaient s'approprier quelque chose de mon travail. Une thématique, une pièce en particulier qu'ils aimaient, un concept. Ça pouvait être quelque chose dont on avait parlé par rapport à la création, un débat qu'on avait eu ou quoi, tu vois. Donc voilà, enfin, euh, en gros, c'est un peu comme si, même si ça fait très un but de soi-même, la thématique c'était moi, en gros guillemets, quoi. Hein, genre, différents aspects, Hmm. tu vois, mais d'un point de vue du travail. Et du coup, ben voilà, ça s'appelait ramification, Ok. parce que je parlais du fait que chaque artiste, pour moi, c'était un peu comme si chaque artiste était un arbre Ok. et que on déployait nos branches, nos ramifications, Hmm. à la rencontre d'autres arbres, comme les forêts, tu sais. Hmm. Et puis après, bah, ça s'entremêle parfois, ou il y en a parfois qui s'évitent, justement. C'est très Hmm. marrant que ça. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, comme c'est un phénomène naturel chez Hmm. des arbres. Genre certains arbres ne peuvent pas se côtoyer pour des raisons Comme les chimiques. humains, quoi. Voilà, voilà. Et tout ça, ça fait que bah, la scène artistique, c'est comme une espèce de forêt, quoi. On forme une forêt. Et donc voilà, on a travaillé sur ça. C'était vraiment pas facile parce qu'il fallait que je construise un projet avec chacun, Hmm. que je travaille avec chacun. L'idée c'était aussi que j'entre dans leur technique, des choses que moi je savais pas forcément faire. Et alors on devait faire une collaboration, ils devaient penser à une pièce et moi je devais faire un ajout dessus, un apport. Du coup, on a eu plein de choses différentes. J'ai fait, par exemple, avec un sculpteur en bois, Tafeta Nui, il a fait une sculpture en bois et moi, j'ai fait de la pyrogravure dessus. Donc, avec mon dessin, ben, j'ai gravé le bois, quoi. Ok. Donc,
utilisé une technique que je connaissais pas du tout. J'ai Hmm. découvert une technique que je connaissais pas du tout, mais en même temps, bah, dessiner, c'est mon truc, donc bah, ça collait parfaitement, tu vois. Ok. Euh, j'ai fait un petit fei avec Ravarei. Je fais un petit fei avec Ravarei. Du coup, bah, elle m'a appris à coudre. Et moi, j'ai dessiné en fait. On a fait un petit fei libre. On n'a pas fait un petit fei traditionnel avec le motif en miroir là. Hmm. C'est comme si on avait fait un dessin en petit fei, tu vois. Ok. Enfin voilà, c'était vraiment essayer de mélanger les techniques, mélanger les univers en se basant sur bah, des choses qui étaient issues de mon travail, quoi. D'accord. Donc voilà. Et c'était très très cool. Hmm. Euh, c'était mentalement, et ça m'a vraiment drainé en termes d'énergie Hmm. créatrice. Hmm. Mais les résultats étaient très sympas. Et aussi le soir, on a eu une performance. J'ai fait une collaboration avec Orama Molimar, qui est une danseuse. Et du coup, j'ai écrit un poème. Et elle a travaillé à partir du poème et à partir aussi de pièces de toute l'expo. Elle a fait son travail un peu en dernier en fait, parce qu'elle a vu, je lui ai envoyé des images de toutes les créations et elle a pu s'approprier chaque création pour créer en fait une danse qui liait le tout quoi. Et elle a performé le soir du vernissage. Ah, ok. Donc Wow. ouais, Un c'était mélange d'univers en fait. voilà, c'était ça, c'était ça. Mais je sais pas, c'était assez expérimental et il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas avoir été assez loin dans les choses, Ok. d'avoir été un peu peut-être trop pressé par le temps aussi, Hmm. du coup de ne pas avoir eu le temps d'expérimenter, de rater, de se dire ok bah ça c'est nul, on peut tester autre chose et aller plus loin. Des fois on a fait juste une étape, on s'est dit bah c'est pas mal comme ça, c'est ok voilà tu vois c'était ça. Et en fait, peut-être qu'on aurait dû aller plus loin. Hmm. Enfin, bon, après, on n'est jamais. Rien n'est Rien n'est parfait. parfait, on peut Voilà, juste s'améliorer. voilà, c'est ça. Mais bon, bah, Hmm. c'était vraiment une belle expérience quand même. Ça sera pour la troisième expérience. Du coup. Hmm. Donc, j'ai dit, je le referai jamais. J'ai dit, autant de collaborations comme ça, c'est trop dur parce qu'il faut switcher de. C'est comme Hmm. si on changeait de cerveau, tu vois. Faire Genre, ok, beaucoup de le cerveau, concessions. voilà. Cerveau qui pense Hmm. pour cette pièce, cerveau qui pense pour cette pièce, et tout. Enfin, et moi, à la base, hein, je suis pas non plus quelqu'un de très sociable Hmm. et de très. Je suis assez introvertie et il y a Tous beaucoup de les choses artistes, quoi. ouais, beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et du Ok. coup, genre, devoir gérer autant de gens et après le vernissage, j'avais tous ces gens qui avaient amené tous leurs amis, toute leur famille et tout, genre. Too much. Ouais, c'était trop, c'était vraiment trop. Battery left zero. C'est clair, là, Une semaine de recherche. je suis toujours pas remise en vrai, Hmm. hein. Enfin, j'ai du mal à me remettre à Hmm. produire. Comment tu décrirais alors ton art si t'arrives à mettre des mots dessus? Hum, je sais pas si j'ai. Est-ce que c'est à moi de mettre des mots sur mon art? C'est aux autres de mettre des mots sur mon C'est art, vrai, je c'est pense. vrai. Bah, vous savez quoi? Mettez dans les commentaires qu'est-ce que ça représente pour vous. Après, j'ai ma vision des choses parce que c'est vrai Hmm. qu'il y a quand même beaucoup de moi-même dans mon travail. C'est quand même assez autobiographique et tout. Donc, voilà. Euh, donc, c'est clairement des choses que je vais chercher. Je, pour moi, le dessin, parce que on crée quelque chose de toute pièce, et ben, c'est censé aller chercher ce qui n'existe pas, Hmm. justement. Tu vois. Ce qui n'est pas, rendre visible ce qui n'est pas visible. Hmm. Euh, et du coup, comment ça se traduit chez moi, ça parle beaucoup d'imagination, de surréalisme, de métamorphose, enfin, d'imbrication, de choses qui sont pas censées être, qui ne sont pas censées se côtoyer, pas censées se mêler, et essayer de créer une troisième entité à partir de au moins deux entités qui se rencontrent. Ok, Voilà. intéressant. C'est la première fois que j'entends ça de ma life. Mais vraiment, bonne description, je pense. Maintenant, on va passer à la découverte de ce que tu as déjà créé. Si tu as des Mhm. petites œuvres que tu veux bien nous partager, Oui, carrément. bah c'est parti. Ok. En fait, genre, ouais, j'ai du mal à. Non, si ça va, j'ai pris des photos quand même. J'ai des stories, des trucs comme ça. Ouais, je vais chercher, je vais chercher. Mais j'avoue que moi j'ai du mal à faire des photos
plutôt dans vivre le moment présent. Et déjà, Ouais, genre, oui. être présente et répondre aux questions et tout, et discuter avec les gens, ça me prend tellement déjà d'énergie et d'attention que ouais, je suis là, j'ai la flemme de prendre des photos et tout. Je comprends. Du coup, ça, c'est le livre que j'ai fait la direction artistique. Et en fait, c'est l'association Gwenfin qui a fait le livre. D'accord. Ça a été écrit par plusieurs personnes qui sont dans l'association et d'autres qui ne le sont pas, hein. Mais enfin, voilà, c'est pour ça que c'est ouvrage collectif. Mais en tout cas, c'est moi qui ai fait le design. Euh, et puis j'ai mis des dessins à moi dedans aussi. Mais voilà, tout ce qui est mis en page, là c'est un travail purement de direction artistique, hein, donc, enfin de direction éditoriale plutôt. Donc voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Mhm. Et ouais. Et donc voilà, comme je te disais, bah, il y a des portraits Mhm. d'acteurs de la communauté. Mhm. Et puis il y a le portrait. Ça, c'est ça, c'est le livre dont je parlais. Nice. Donc ça, ça doit être mon texte, ça. Ouais, ça doit être mon texte. Ou alors mon portrait. Ça, tous les dessins qui sont dedans, c'est moi qui les ai faits. Ça, c'est une photo de mon grand-père. Yeah, J'ai Miguel. aussi apporté, j'ai aussi apporté C'est des fonds photos, quoi. Après, il y a plein d'autres gens. Enfin, Ouais. il y a Ebrard Chaussois aussi, qui est Ok. peintre. Ben, tu vois, il y a des gens aussi qui sont pas forcément de la communauté. Varouamois, elle est professeure de mandarin Ok. à Poto, d'ailleurs. Mhm. Mais elle n'est pas du tout chinoise d'origine, quoi. Mhm. Mais par contre, elle a fait toute la formation, elle est partie en Chine et tout. Genre, elle parle chinois, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est le livre dont je parlais, du coup, mon projet de diplôme en 2014. Donc, ce truc qu'il a. On est bientôt en 2024, ça a bientôt 10 ans, hein. Punaise, Ah je ouais. suis vieille, c'est pas possible. Mais non, les artistes sont immortels. Immortel, Immortels. immortel par le travail. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans toutes ces questions existentielles. Les gars, j'adore. Donc voilà. Ça, c'est pas le truc de la soupe, là? Si, ça c'est des racines de lotus. Ça, c'est des copies, des peaux d'orange séchées, enfin peaux de mandarine séchées, Excellent. des champignons. Ça, c'est un igname, parce Ouais. qu'on utilise pas mal ça aussi dans la cuisine chinoise. Bonbon coco. Bonbons, enfin, voilà. Après, dans ce projet-là, on va dire que comme j'étais en licence de design graphique, on n'était pas censé créer du contenu. On était censé faire la mission du designer graphique, c'est de mettre en forme du contenu. C'est pas à nous de générer le contenu, tu vois, et particulièrement là en tant qu'étudiant. Donc en fait, tous les textes, c'est des textes qui sont issus de livres que j'ai récupérés pour les mettre en page dans le livre. Ok. Et en fait, j'ai triché. Ça, c'est le prof qui m'a dit, ben, t'as qu'à faire ça. J'ai créé mon contenu avec du texte dessiné, en fait. C'est-à-dire que c'est la première fois que je me mettais à écrire, et c'est la première fois que je me mettais à écrire, genre, à la main, comme si c'était un dessin, en fait. Ça a vieilli dans le sens où j'ai un peu changé de style quand même. Ah oui, j'ai mis des recettes aussi. Après, je suis partie, j'ai fait d'autres écoles, d'autres formations, et j'ai fait notamment une formation à l'école européenne supérieure de l'image à Angoulême. Ok. En gros, c'est les beaux-arts d'Angoulême. J'ai fait un film là-bas. Pareil, je suis rentrée en troisième année, donc il fallait faire un projet de fin d'études. Et le projet d'études que j'ai fait, c'était un film d'animation sur les haka de Stacy. Waouh. Et du coup, genre, bah, faudrait que je t'envoie le lien. Carrément, je t'enverrai je le lien. vois ça. Voilà. Et en fait, je suis partie de photos de mes grands-parents et j'ai fait des interventions graphiques dessus. Je les ai interviewés et tout. Donc voilà. T'as des petits dessins, des trucs, Des petits carnets de dessins, Carrément. carrément cool. Ah, mais je peux montrer. Ça, c'était mon carnet de recherche pour ramification, pour Ok. l'exclu. Après, c'est intéressant de voir les pièces terminées, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi avec les carnets de recherche. Ah, mais ça aussi, en plus. Oh. Mais ça, c'est... Merde. C'est emballé. En fait, ça, c'est ça. Ce qui est là. Là, c'est vrai que bon, je peux le montrer en vrai. Mais il faut que je le remballe après. En fait, c'est à ma sœur. C'est ma sœur. C'était une pièce de mon expo et c'est ma sœur qui l'a acheté. Ah ok, excellent. Parce que ouais, j'ai fait exprès de faire mon expo à cette période-là de l'année parce que ma sœur revenait en vacances de ses études et elle a flashé sur cette pièce et elle n'était pas la seule. C'était une des pièces préférées de beaucoup de gens.
Ah, c'est des termites. Oh, waouh. Voilà. Ben là, tu as les dessins préparatoires et ben, la pièce finale, quoi. Et là, ben, on voit, bon, ça c'est quelque chose d'assez récurrent dans mon travail, les mappés, c'est vraiment quelque chose que j'adore. L'artiste avec qui on a réalisé cette pièce s'appelle Donna Terry. Et donc c'est elle qui fait le travail sur bois. Moi je ne travaille pas du tout le bois. Et du coup je lui ai fait le dessin. Enfin on a réfléchi ensemble. Elle a dit ouais j'aimerais bien un truc sur les mappés parce que j'adore les mappés moi aussi et tout. J'ai dit ok on travaille sur ça. Et je sais qu'elle aime bien aussi tirer les cartes de tarot. Et moi je tire les cartes aussi. Et du coup on est parti de cette esthétique, de cette idée très sur les astres, sur la dualité, c'est la carte qu'on peut regarder dans les deux sens. Et du coup, voilà. En gros, il y a un autoportrait là de moi et un portrait à elle. Et c'est vrai que même dans les deux styles, on dessine tous les deux beaucoup de personnages. Et là, on voit bien à la fois le style de chacune et presque comme un portrait, quoi. Enfin, un portrait. Lézard, chien, tortue, requin. Oh, Yuri. Tu veux faire une version locale? Ouais. Ah ouais, Ouais, excellent. c'est un projet que j'ai, ça. Mm. Ça, c'est un livre que j'ai fait avec une maison d'édition américaine. Ok. Elle est à San Francisco. Donc c'est un livre en anglais. C'est chez Chronicle Books, c'est une maison d'édition basée à San Francisco. Et là, ils ont fait un recueil sur la Polynésie, de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a des contes de Hawaï, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti, des Samoa. Ils cherchent toujours pour leur collection des artistes qui sont issus de la culture en question, quoi. Après, la Polynésie, c'est grand choyant, hein, mais bon. Je suis contente quand même. Enfin, je sais pas, je suis contente qu'ils se soient adressés à moi. En vrai, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. C'est cool. Et c'est des légendes pas très connues de Tahiti. C'est des légendes qui sont issues du butin des sociétés océaniennes. Ok. Donc, c'est pas genre les habituelles légendes du cocotier, légendes du houlou, légendes de. Enfin voilà, ça c'est des légendes très connues. Ça, c'est des légendes un peu mineures, genre. Moins connues, quoi. Underground. Mais c'est cool, c'est cool. Top. Après, c'est la légende de Punauia. Je sais pas qu'est-ce que je peux montrer d'autre. Tu parles aussi mandarin un peu? Ouais, ben, comme je fais mes études là-dedans, voilà. Mais enfin, après, j'ai pas pratiqué depuis longtemps. Là, c'est un peu genre mon tableau à niveau. Des fois, j'ai des trucs qui rentrent pas du tout dans des projets en cours, quoi, et je me dis, ah, c'est bon, ça. 2 kilos de riz. Non, ça, c'est une recette, il faut que mais genre là, genre, il y a des dessins que je fais, j'aime bien, ben, je me dis, bon, ah, je note ça, et puis voilà, je mets ça là, et je me dis, c'est des trucs encore oubliés. Et ça, c'est un cadeau de mes élèves. Parce que là, ça change.